avoir plus de matières minérales et métalliques pour émettre moins de CO2. Donc on règle un problème, mais on recrée un autre problème. Puisqu'en fait, la masse notamment de cuivre, par exemple, nécessaire dans les 30 prochaines années pour la transition énergétique, pour partie est colossale, par exemple. On va extraire dans les 30 prochaines années plus de cuivre que tout le cuivre qu'on a extrait depuis 70 000 ans. Et 25% à 40% de ce cuivre va être précisément capté par les besoins de la transition énergétique. Donc c'est monstrueux. Et à ça s'adjoignent de nouveaux besoins en métaux, les mêmes métaux, mais cette fois-ci pour la transition numérique. Cette même transition numérique qui accompagne la transition énergétique, puisqu'il faut, par exemple, le pilotage informatique des réseaux. Donc, effectivement, on a d'un côté un bien et d'un autre côté, effectivement, un nouveau défi, celui de l'extraction des ressources et de tous les coûts associés. Et d'abord, ce sont des coûts matériaux. On pense souvent CO2, on a tendance à se concentrer sur l'impact CO2 de nos activités. C'est très bien. C'est la priorité de notre action aujourd'hui. C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, on est en train de mettre sous le boisseau un immense sujet qui est celui de l'extraction monstrueuse de ressources qui nous attend et de tous les coûts associés. Acidification des sols, eutrophisation, acidification des océans, impact sur la biodiversité, limites planétaires, etc., consommation d'eau. Et ça, c'est calculé, mais on ne veut pas le regarder. On regarde juste un critère, le CO2, très bien, et on ignore tous les autres critères. Et donc, ce numérique a un impact qui est d'abord un impact matériel. Et puis après, il a un impact énergétique parce qu'un data center, vous avez besoin d'un data center. Toute la journée, vous utilisez une centaine de data centers. Tout un chacun de vous. Une centaine. Ça paraît énorme, mais derrière mon email, il y a 5 ou 6 data centers qui répliquent ma donnée un peu partout dans le monde. Et puis, si jamais il y a un data center qui tombe en panne, vous en avez un autre qui prend le relais. Derrière un swipe sur Tinder, il y a je ne sais pas combien de data centers. Derrière ma pizza sur Uber Eats, il y a je ne sais combien de data centers. Donc, il suffit d'avoir une vingtaine d'actions numériques dans la journée. Et en fait, vous avez solliciter une vingtaine de data centers qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut les refroidir. Il faut donc des services, enfin des systèmes de rafraîchissement, de refroidissement qui sont énergivores. Et donc, on arrive à ce chiffre que 10% de l'électricité dans le monde est captée par les besoins du numérique. Et puis que si on transfigure ce chiffre d'électricité en émissions de CO2, puisque la majeure partie de l'électricité dans le monde, malgré tout, enfin la première source d'électricité dans le monde, c'est le charbon, 35%, eh bien ça fait un peu plus que les chiffres que vous aviez, à ma connaissance, 4% et peut-être demain 6-8%. Et donc, effectivement, il y a un véritable enjeu ici. Donc, quand je vois dans la taxonomie, par exemple, de Greenfin, qui est très intéressante, que si j'investis dans les technologies numériques, eh bien déjà, je réponds à l'un des critères. Évidemment que ce n'est pas suffisant de penser simplement comme ça. Alors, le poids des minerais aujourd'hui, dans ma poche, j'ai un téléphone de 150 grammes, mais en fait, j'ai un téléphone qui pèse plutôt 150 ou 200 kilos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ratio qu'on appelle le Material Input per Service Unit, qui en fait calcule les matériaux qui sont directement nécessaires pour pouvoir produire votre stylo, un bouquin, et il faut beaucoup plus de matériaux que le poids final du produit. Et ce MIPS, qui en français se dit également le sac à dos écologique, indique des ratios qui sont toujours plus élevés à mesure que nous allons vers des produits électroniques. Et donc, le poids de ma vie numérique est peut-être 1000, 2000, 3000 fois, 4000 fois plus élevé que le poids réel de mes produits. Voilà. Est-ce qu'après, on va vers des situations de risque de pénurie d'approvisionnement? On verra. C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux seulement vous dire, c'est que la production de ces matériaux est concentrée dans les mains souvent de quelques pays, à commencer par la Chine, soit qu'elle contrôle. Ouais. Alors, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et pour ce livre que vous avez entre vos mains, et d'ailleurs, je remercie le Forum pour l'investissement responsable parce qu'il en a commandé de la toute nouvelle édition qui sort la semaine prochaine en librairie. Donc, vous avez en prime time, si je puis dire, la nouvelle édition. Et, moi, je me suis rendu à plusieurs reprises en Chine, dans les zones de raffinage et d'extraction de terres rares et de graphite notamment. Vous avez toutes et tous des terres rares et du graphite sur vous. Ce sont des ingrédients de vos téléphones portables, le graphite pour la batterie, les terres rares pour le petit vibreur, par exemple, qui fait que vous avez la gentillesse d'avoir mis votre téléphone en mode vibreur pour cette conférence. Bon, c'est l'enfer de Dante là-bas. C'est objectivement l'enfer de Dante. D'abord, c'est pas facile d'y aller parce qu'on n'est pas le bienvenu en tant que journaliste avec la tête que j'ai.
lorsqu'on débarque dans les zones, dans les montagnes de la province du Jiangxi au sud de la Chine, où on extrait les terres rares de manière illégale, ou bien dans l'Heilongjiang au nord à la frontière avec la Russie, lorsqu'on est dans les usines de raffinage de graphite. Là-bas, les méthodes d'extraction sont plus proches et de raffinage sont plus proches des années 50 que l'imaginaire de modernité que véhiculent les petits objets du quotidien dans lesquels ces matériaux s'insèrent. Et on a des témoignages qui sont absolument édifiants de gens qui sont impactés par l'extraction de ces objets-là, que ce soit alors concrètement d'abord des impacts de santé, maladie des os de verre, cancer, beaucoup de villages du cancer autour de ces zones-là, parce qu'il y a beaucoup de cancers. Alors naturellement, vous n'avez pas de données officielles, mais les habitants appellent ces villages les villages du cancer. Vous avez des terres qui sont impropres à la culture, donc vous avez des drames évidemment personnels de paysans qui ont été déplacés, qui ont été un petit peu, comment dirais-je, dédommagés par l'État, mais faute de pouvoir continuer à vivre de leur métier d'agriculteur. Et puis après, j'ai pu en parler carrément avec des officiels qui, à force de les travailler pendant des années et des années et des années, finissent par dire les responsabilités des entreprises là-bas. Je dis pas que tout le secteur minier est comme ça, parce que de toute façon, il va falloir qu'on fasse avec la mine demain, on n'a pas le choix. Donc, il faut aussi en même temps parler de la mine qui peut être responsable. Et c'est là-dessus d'ailleurs que le secteur financier demain va devoir se reposer. Il n'aura pas le choix. Mais aujourd'hui, la mine telle qu'elle se fait notamment en Chine, pour la plupart des matériaux du quotidien, parce que la Chine est un acteur incontournable de ce secteur-là, la mine est aux antipodes du message véhiculé par les technologies qui utilisent ces mêmes matériaux. Elle s'améliore sur le terrain parce que la Chine est confrontée à un immense problème qui est celui de l'immense pollution qu'elle a occasionnée, qui s'est occasionnée sur son territoire, parce qu'elle a voulu être l'usine du monde. Et à force de laisser les pays occidentaux délocaliser toutes leurs industries polluantes jusqu'à la Chine qui est devenue l'atelier du monde, à un moment, ça se paye en termes de pollution des eaux, des sols, de la nourriture, de l'air, évidemment. Le problème de la Chine, c'est la pollution de l'air. Et donc, en fait, la Chine a atteint un tel point de non-retour, enfin, j'espère de retour, pardon, mais un tel tipping point, comme ils disent, c'est-à-dire un effet cliquet, qu'en fait, si jamais les autorités ne font pas quelque chose, c'est l'explosion sociale. Et la première cause de manifestation dans les troubles sociaux en Chine aujourd'hui, ce sont des manifestations qui sont interdites, mais c'est des manifestations contre la pollution de l'air et pour la préservation de l'environnement en général. Donc la Chine est obligée de changer. Le facteur exogène qui fait que la Chine va changer, ou pourrait changer, c'est que l'Europe fixe ses normes de consommatrices et dit à l'amont de la chaîne de valeur, mais moi, mes consommateurs veulent des normes ESG, ils veulent des investissements ISR. Donc vous êtes obligé de faire de cette sorte, selon nos standards, de sorte qu'ensuite, eh bien, si vos produits respectent nos standards, ils puissent traverser les frontières européennes. La Chine vit ça comme étant une dangereuse manœuvre d'intrusion dans ses affaires intérieures. C'est d'ailleurs identifié comme un risque géopolitique par un think tank qui s'appelle le Bruegel Institute. Et je vous renvoie à d'ailleurs un passionnant rapport de Jean Pisani-Ferry sur la géopolitique du Green Deal là-dessus. Mais ce que l'on veut, nous, facteur exogène qu'est l'Europe, c'est pouvoir agir sur les méthodes de production, notamment de la Chine, mais d'autres pays, comme la RD Congo, etc., en leur disant vos matériaux arriveront sur notre territoire qu'à telle condition, et comme notre marché intérieur est extrêmement puissant, on pense pouvoir agir sur l'amont de la chaîne de valeur.